Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Il est candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, en lice donc pour succéder à M. Moussa Faki Mahamat, dont le mandat se termine en février 2025. Il plaide pour la paix et la sécurité, mais aussi pour une modernisation des méthodes de gestion de la Commission. Il ambitionne d'améliorer l'efficacité et l'efficience de celle-ci et ainsi défendre au mieux les intérêts des pays membres de l'UA. Car pour rappel, les missions de la Commission de l'Union africaine consistent à contrôler, soutenir et orienter les actions, mais aussi les organes de l'Union africaine. C'est l'un des 3 candidats à la présidence de la Commission de l'UA. Donc, il est en visite au Maroc où il a rencontré le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Il s'agit de son Excellence le ministre des Affaires étrangères de la République de Djibouti que nous recevons aujourd'hui pour un entretien exclusif sur Média TV. Excellence, Monsieur le ministre Mahmoud Ali Youssef, bonjour et merci de répondre à nos questions. Bonjour, merci de me recevoir sur le plateau de Medi. Merci beaucoup. Vous êtes donc le premier à avoir déclaré votre candidature à la présidence de la Commission de l'UA. Pour le diplomate chevronné que vous êtes, et je vous cite, « Il est temps que la génération que vous représentez porte le flambeau à l'UA ». Pourriez-vous étayer votre propos? L'Afrique traverse aujourd'hui des temps difficiles. Les défis sont nombreux. Et les peuples africains attendent beaucoup de cette organisation et de cette commission. Nous avons, grâce à des réformes qui ont été actées il y a quelques années, mis un petit peu les choses sur les rails. Je crois que l'agenda 2063 est une feuille de route extrêmement explicite et elle est divisée et s'appuie sur 5 plans décennaux. Le premier a déjà été épuisé avec des résultats mitigés et le deuxième a commencé en 2024 et aura cours jusqu'à 2033. Et donc, il est très important de travailler sur ce qui existe comme base légale, juridique, et pour qu'on puisse aller de l'avant dans l'exécution des décisions qui sont prises et surtout faire en sorte que les programmes qui sont établis puissent être, mis en œuvre pour le bienfait et je dirais, les intérêts des peuples africains. Le défi principal qui aujourd'hui se pose à l'Union africaine, c'est la performance et la capacité à délivrer sur les promesses, sur les décisions qui ont été prises et surtout faire en sorte que l'Union africaine puisse vraiment être à la hauteur des attentes des peuples africains. Comment? Je crois qu'il y a des pistes de réflexion. Je crois que personne n'a, la science infuse. Il ne faut pas prétendre non plus être prophète chez soi. On est en Afrique, on connaît les problèmes et leurs complexités et on essaye de corriger les choses qui n'ont pas marché. Et il y a, des solutions. Exemple. Lorsqu'on parle du financement de l'organisation, il y a une formule qui a été mise en place, qui est de 0,2% des importations éligibles des États membres. Seuls 17 seulement se conforment à cette mesure pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter leur contribution statutaire. Il faut que ça change. Pourquoi le financement? Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et il faut que pour les programmes de développement de l'Union africaine qui sont financés à près de 70% par les partenaires. Il faut que ça change. L'autre élément important aujourd'hui, nous voulons que les Nations Unies puissent, n'est-ce pas, prendre en charge le financement des missions de paix africaines à hauteur de 75%. Il faudra trouver les 25% qui restent. L'Union africaine a mis en place un fonds de la paix pour pouvoir financer ces opérations. Il y a à peu près 400 millions de dollars dans ce fonds des contributions volontaires des États. Mais il faut que ces fonds puissent servir à financer les opérations de paix. L'argent ne peut pas rester comme ça dans un compte et puis on demande les soutiens des partenaires. Et il y a un certain nombre de pistes et de travail sur lesquels, je crois, on doit mettre l'accent. Et il y a un élément également qui me semble très important, c'est la transparence de la gestion des finances de l'organisation. Si les États membres n'ont pas confiance dans la façon dont les ressources de l'organisation sont gérées, ils ne vont pas contribuer à la hauteur de ce que attend, n'est-ce pas, l'organisation. Le personnel. Je crois qu'il est très important aussi d'avoir des personnels qualifiés, compétents, qui puissent porter les responsabilités qu'on leur confie. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème de réforme au sein, n'est-ce pas, du staff de la Commission. Et il est très important de se concentrer sur ces éléments
pour avancer sur des solutions qui existent. Et on s'attaque aux problèmes les plus difficiles au fur et à mesure. Quelles sont, selon vous, les chances pour que cette voix de l'Afrique puisse être entendue? Je m'explique. La course à la succession du Tchadien, donc Moussa Faki Mahamat, est désormais disputée à 3 candidats de poids. Donc votre candidature, notamment après le retrait aujourd'hui même du candidat de l'île Maurice. Il y a également à vos côtés le Kenyan Raila Odinga et le Malgache Richard Andrio Mandato. Que révèlent 3 candidatures simultanées des capitales de l'Afrique de l'Est et quel impact sur cette voix de l'Afrique dont je vous parlais au début de cette question, sur l'influence collective de cette région? L'importance, c'est que l'on choisisse, les chefs d'État africains choisissent la personne la mieux indiquée et la mieux outillée pour pouvoir mener la commission et répondre, n'est-ce pas, aux défis qui se présentent au continent. S'il y a une multitude de candidatures, je pense personnellement que c'est une bonne chose. Il y aura donc plus de choix. Les chefs d'État pourront comparer les compétences et les profils et les expériences et pourront choisir la personnalité qui, à leurs yeux, conviendrait à cette étape dans laquelle se trouve l'Union. Ça, c'est un premier élément. L'autre point important, c'est le tour de l'Afrique de l'Est, suite au principe de rotation qui a été intégré dans les réformes récentes de 2017. C'est l'Afrique de l'Est qui doit présenter un candidat. C'est pour ça qu'il n'y a que des candidats de l'Afrique de l'Est. Je pense que 3 candidats est un nombre raisonnable. Il ne faut pas qu'on ait également des candidatures uniques où les chefs d'État n'auraient pas d'autre choix que de choisir quelqu'un, une seule personne. Je crois que c'est une très bonne chose et qu'il y ait une diversité de candidatures. Parlez-nous à présent des soutiens de votre candidature, Monsieur le ministre Mahmoud Ali Youssef. Je suis quelqu'un qui a travaillé plus de 3 décennies dans la diplomatie multilatérale. Ça fait 20 ans que je suis ministre des Affaires étrangères. Oui. Je connais beaucoup de gens. J'ai un networking, un réseau très important. Et les gens me connaissent, c'est le plus important. Les gens, les peuples, les dirigeants en Afrique me connaissent. Ça fait 20 ans, 25 ans que je fréquente les arcanes de l'organisation. Je connais l'organisation mieux que quiconque. Ça, c'est un premier avantage comparatif dont je peux être fier. Deuxième élément important, je me considère comme un pont culturel entre les régions du continent. Je suis arabophone, anglophone, francophone. Je viens d'un pays carrefour entre l'Afrique, l'Asie. Et donc, j'estime que je réponds un petit peu aux ambitions et aux attentes de différentes régions de notre continent. Et enfin, ce qui est encore plus important que tout le reste, c'est que je suis actif dans le monde multilatéral et dans la diplomatie. Et je n'ai pas arrêté de travailler. Donc je suis toujours dans la dynamique, n'est-ce pas, de résolution des problèmes. Je suis dans la dynamique de ma disponibilisation pour le continent. Et en cela, je crois, les autres candidats ne peuvent pas dire la même chose. C'est pour ça que je me considère, et je crois que c'est le moment de le dire, sans avoir honte, c'est que je suis le candidat pour porter les ambitions de l'Afrique à partir de 2025. Le Maroc s'est toujours tenu aux côtés de la République de Djibouti et se tient aujourd'hui aux côtés de votre candidature, Monsieur le ministre? Absolument. Le Maroc se tient aux côtés de la compétence et de la raison. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État africains pensent que la candidature de Mahmoud Ali Youssef est une candidature naturelle pour le poste et surtout dans cette période critique pour le continent. L'Afrique a besoin de quelqu'un qui a l'expérience nécessaire pour le travail qu'on attend de lui. On attend la paix. Vous avez justement travaillé sur la gestion et la résolution de conflits. Quelle est aujourd'hui votre priorité dans ce sens, Monsieur le ministre Ali Youssef? Il y a ce qu'on appelle l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine. Tout le monde la connaît, c'est l'APSA. C'est une stratégie qui a été mise en place par les chefs d'État africains pour pouvoir instaurer la paix et prévenir et résoudre les conflits. Ensuite, pour pouvoir mettre en place ces stratégies, les chefs d'État africains, à travers donc la charte constitutive de l'Union africaine, ont créé des mécanismes genre le Conseil de paix et de sécurité, le Fonds de la paix, le Comité des sages. Conseil de paix et de sécurité qui est présidé d'ailleurs pour le mois de décembre par Djibouti. Par Djibouti. Absolument. Oui. Et donc, il y a des mécanismes pour pouvoir mettre en œuvre ces stratégies pour la paix. Et nous avons des objectifs bien précis pour pouvoir faire taire les armes. C'est le programme qu'on appelle Faire taire les armes 2030. Et donc, il est très important de pouvoir corriger certains dysfonctionnements
dans certaines structures qui nous permettront d'être beaucoup plus efficaces. Exemple, la prévention et l'alerte rapide est un service qui n'est pas très fonctionnel parce qu'il faut toujours prévenir que guérir. Et donc, le travail premier et en amont et dans une sorte d'intensité, je dirais, quotidienne, doit se faire au niveau de la prévention et de l'alerte rapide des crises qui surviennent en Afrique. Ça, c'est un premier élément. L'autre axe de réflexion et de travail qui va constituer un petit peu l'une de mes priorités dans la mise en œuvre de cette architecture de paix et de sécurité, c'est de faire en sorte que les forces en attente qui sont un petit peu prêtes et qui ont été, je dirais, sur le papier, n'est-ce pas, décidées pour toutes les régions, il faut les rendre opérationnelles. Quand il y a une crise dans un pays, on ne peut pas regarder les gens mourir, à l'exemple du Soudan, par milliers, par millions. Il faut qu'il y ait ce droit d'ingérence humanitaire qui s'applique. Et c'est d'abord aux Africains de pouvoir le faire. Il faut que ces forces en attente puissent être rendues opérationnelles. Et pour ça, il faut les financements. Évidemment, l'argent est toujours, n'est-ce pas, au centre de nos préoccupations. Il y a le fonds de la paix, il y a aussi les contributions statutaires, les 0,2%. Il faut qu'on travaille sur ces éléments. Pour la paix, moi, je vois ces deux structures extrêmement importantes qui doivent être rendues opérationnelles le plus rapidement possible. Le Royaume du Maroc et la République de Djibouti, bien que situés dans des régions géographiques différentes, ont beaucoup de points en commun, dont cette diplomatie de la sagesse. Que pouvez-vous nous dire justement sur la coordination des efforts entre les deux pays dans la diplomatie, dans la résolution des conflits, mais aussi pour répondre aux enjeux critiques compte tenu de ces deux carrefours, n'est-ce pas, de Djibouti et le Maroc? Le Royaume du Maroc est un pays influent sur le continent. C'est un pays qui a toujours eu une politique sage et une politique de raison. Et l'Union africaine compte beaucoup sur le Royaume du Maroc pour faire avancer un certain nombre de dossiers qui sont dans l'agenda de l'Union africaine. Ce sur quoi je peux beaucoup insister, c'est que Djibouti et le Maroc ont toujours eu, n'est-ce pas, d'excellentes relations. Depuis la période d'Allah yarhamou le roi Hassan II, le président Gouled, ces relations extrêmement cordiales et extrêmement fraternelles se sont poursuivies. Du seul fait qu'il y a toujours eu une convergence de vues sur les grands dossiers du continent. Et aujourd'hui, je crois que si le Maroc est l'un des principaux contributeurs, n'est-ce pas, au programme et au financement de l'Union africaine, cela illustre, je dirais, l'attention et surtout l'importance et la priorité que le Royaume du Maroc accorde à l'Union africaine. Imaginez-vous que le Maroc fait partie des 5 pays qui payent, n'est-ce pas, 7,2% de contributions statutaires, c'est-à-dire à peu près 35 millions de dollars par an, en plus des contributions volontaires pour le Fonds de la paix, etc., etc. Donc vous imaginez que le Royaume du Maroc a vraiment une politique extrêmement ciblée et extrêmement présente sur le continent, et beaucoup de pays comptent sur cette sagesse et cette implication du Maroc dans les dossiers africains. Je crois que les relations fraternelles qui existent entre Djibouti et le Royaume du Maroc ne peuvent qu'être utiles, n'est-ce pas, dans le cadre de l'avancée de nos dossiers sur le continent. Dernier point sur justement les aspects de cette coopération. Et encore une fois, ce sont des enjeux communs entre le Royaume du Maroc et Djibouti. On parle de l'économie bleue, on parle de la sécurité maritime, on parle aussi de la sécurité alimentaire, mais aussi de la formation des jeunes. Nous avons tout ça avec le Royaume du Maroc, fort heureusement. Les portes des universités marocaines sont ouvertes aux étudiants djiboutiens et il y a des milliers qui étudient ici. Nous sommes dans un partenariat n'est-ce pas, dans le domaine de la logistique et du service. Tangemed est le premier, n'est-ce pas, port en Méditerranée. On ne peut qu'apprendre du Maroc. Djibouti également a des infrastructures portuaires qui sont de classe mondiale. Je crois qu'il y a une coopération qui est en train de se faire, mais il n'y a pas que ça. Nous travaillons dans le domaine de la coopération militaire, nous avons des experts, nous travaillons dans le domaine du tourisme et de l'industrie hôtelière. Je crois qu'on peut apprendre beaucoup de choses du Maroc. Et grâce à la politique de sagesse de Sa Majesté le Roi, le Maroc a fait des bons de progrès et de développement extraordinaires. Moi, je suis venu en 2000 ici. Déjà en 2000, je suis venu en vacances ici, les infrastructures routières et autoroutières étaient déjà très performantes. 25 ans plus tard, on ne peut qu'admirer tout le chemin qui a été parcouru. Donc, sur tous les points de vue, je crois qu'on peut apprendre les uns des autres, mais je
crois que le Maroc reste un exemple dans ce domaine-là. Et un exemple aussi, et des points en commun, notre point partagé entre le Royaume du Maroc et la République de Djibouti, c'est justement le développement économique axé sur les infrastructures, où Djibouti a également enregistré un bond considérable, la stabilité et la sécurité qui sont la base de tout développement. Et c'est là encore un point en commun, sans parler des points en commun culturels et cultuels, n'est-ce pas? Merci beaucoup encore une fois, Monsieur le ministre Mahmoud Ali Youssef, ministre des Affaires étrangères de la République de Djibouti, également candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Nous connaîtrons bien sûr les résultats le 25 février 2025. Tout le courage pour vous, pour cette mission, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie, Monsieur le ministre. Voilà, c'était l'invité spécial de Média TV. Très bonne suite des programmes.